Aujourd'hui, nous recevons une personne anonyme dans votre émission. Il est vrai que son visage est caché, mais c'est pas pour autant que son histoire n'a pas de vie. Alors découvrons ensemble son intervention dans Face au miroir. Qu'est-ce que tu veux nous raconter aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais te parler de mon histoire, qui, comme je l'ai dit, parle d'inceste, de sexe et d'avortement. Est-ce que tu es prête à nous faire entrer dans ton univers? Bien sûr. C'est parti, je t'en prie. Alors, je suis une jeune fille qui est née dans une grande famille. Nous sommes 6 enfants et je suis la 5e. Mon ordre dans ma famille m'a en quelque sorte aidé et permis de me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais. Étant plus petite, je n'ai jamais été une fille super belle, celle qui attirait les gens. Et déjà, le fait que je sois 5e, ma mère ne s'occupait pas forcément de moi. Elle avait plein de choses à gérer en même temps, avec mon père et mes autres frères et sœurs. Donc, étant donné que j'étais plutôt bonne à l'école, elle ne se souciait pas forcément de est-ce que je vais bien, est-ce qu'il y a un souci qui ne va pas, est-ce que ma fille est comme ça. Et c'est compréhensible les gens qui ont fait ça. Ah, tu n'en veux pas? Non, pas du tout. Et ça a créé un manquement. J'ai eu de moins en moins confiance en moi. Plus je grandissais, plus il était creux. Je n'ai pas eu la chance de grandir avec mon père, car mon père travaille pour l'État congolais et il ne pouvait pas se permettre de se retrouver avec nous tout le temps. C'était presque impossible. Et j'ai toujours cherché à l'extérieur l'amour que mon père ne m'avait pas forcément donné. Comme je t'ai dit un peu plus tôt, quand j'étais plus jeune, j'étais enrobée et pas forcément super belle. Et l'été où je rentrais en secondaire, parce que ici en Belgique c'est un système de secondaire, et l'été où je rentrais en secondaire, je suis parti pendant 2 mois au Congo et j'ai perdu énormément de poids. Okay. Et en perdant énormément de poids, j'ai pu être plus belle, plus attirante envers la gente masculine. Tu étais plus belle ou tu te sentais plus belle? Je me sentais plus belle. Oui, parce que, je pense que tu es toujours jolie. Oui. Tu as toujours été jolie. Je me sentais un peu plus belle. Du coup, quand je suis rentré en secondaire, les hommes ont commencé à beaucoup me regarder. Et j'aimais ça. T'avais quel âge? J'avais 12 ans. Ok. Et j'aimais vraiment ça. J'ai commencé à créer un caractère d'attirer l'œil, peu importe l'homme qui était en face de moi. Ça peut être dans la séduction? Dans la séduction, tout. D'accord. Je ne pouvais pas. Dans ma tête, c'est incroyable de dire ça à cet âge-là. Mon dicton, c'était que je ne peux pas avoir d'amis garçons. Je dois forcément aller dans l'envie de draguer ou quoi que ce soit. Aller dans la séduction. J'attirais moi-même, comme si c'était quelque chose de malsain et pas bon. J'aimais ce qu'ils me donnaient. Le fait qu'ils étaient en train de me dire que j'étais une fille belle, que j'avais un beau corps, etc. Ceci m'effrayait. Je pensais à ce moment-là que c'était comme ça que j'allais gagner ma confiance en moi. Alors que c'était pas du tout ça. Et un été, l'été de mes 14 ans, j'ai rencontré des cousins à moi, qui sont mes cousins de sang, qui eux vivaient en France. Je n'avais pas eu la chance de les rencontrer un peu plus tôt parce que nos mères s'étaient disputées et elles étaient sœurs. Ah oui. Et du coup, quand l'été où ils étaient venus, ma mère avait préparé quelque chose, c'était que pendant une semaine, ils venaient chez nous, et une semaine après, nous allaient chez eux. Du coup, tu les connaissais pas du tout? Pas du tout. D'accord. Et étant donné qu'on n'avait jamais créé ce lien de cousins, frères, etc., c'était des inconnus. C'était des inconnus pour moi. Oui. Et ils avaient le même âge que moi, on avait deux. Ils avaient le même âge que moi. Du coup, le plus grand qui avait le même âge que moi, du coup, j'ai commencé à le draguer. Genre, c'était des jeux de regard, des petites mains, etc. C'est moi qui ai commencé et il venait rentrer dans le jeu. J'ai commencé à de plus en plus, la relation devenait de plus en plus malsaine. Au début, c'était à base de « Oh, t'es vraiment belle », ou simplement me toucher les cheveux, me faire des petites caresses, comme des enfants, on va dire, d'une même famille pourrait faire. Et ça allait de se cacher dans les toilettes pour s'embrasser, etc. Tu disais que le manque de ton papa dans ta vie a fait que tu es partie chercher un peu à l'extérieur. Et du coup, là, tu parles de ton cousin, un membre de ta famille. En fait, si c'était juste un homme, tu le séduisais, donc ça pouvait être, en fait, finalement, n'importe qui, oui, n'importe qui. Ça aurait pu être n'importe qui. Juste un homme. Juste un homme. C'est tout ce qui m'intéressait. Okay. Et à un moment donné, un soir, je me souviens, c'était un jeudi, un soir, mon tante, parce que c'était nous qui étions partis d'abord en France, notre tante avait mis
des lits par terre et pour qu'on puisse regarder la télé. Ah oui. Et, les gros matelas. Voilà, toute la famille, voilà. Ouais. Et là, elle était montée. Ma mère n'était pas là. Elle était restée en Belgique pour préparer quand le monde allait revenir. C'est ça. Et en fait, une fois là, il s'était mis de façon à être juste à côté de moi. Je m'étais vraiment mis à l'extrémité parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que ça devenait un peu n'importe quoi et un peu bizarre. Et je m'étais mis au fond. Il s'était mis juste à côté de moi. Après, pendant la nuit, quand tout le monde s'est endormi, il a commencé à me caresser, à me toucher, etc. Moi, j'aimais ça, j'aimais bien la sensation que c'était, et à cette époque-là, je n'avais connu aucun autre homme, et du coup, la découverte, etc., ça m'attirait. Et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il était nu et j'étais nu. Et j'ai commencé à réaliser que c'était allé trop loin. Et je voulais refuser, mais il m'a bien fait comprendre que tu as cherché la petite bête, maintenant qu'elle y est, il faut l'assumer. Tu avais quel âge? J'avais 14 ans. Il avait quel âge? 17 ans. Et à ce moment-là, il vient, et il se monte sur moi, et il me viole. Et au moment où il le fait, je réagis pas tellement plus que ça. J'étais un peu choqué, et je me disais, bon, tu l'as cherché. Tu as continué à attiser la petite bête, maintenant que vous y êtes, c'est peut-être ce qu'il fallait que ça se passe. Il s'est passé ça une fois, et pendant tous ces jours, c'était à répétition. Dès qu'on me laissait un peu, genre tous les deux, ils en profitaient pour le faire. Et je refusais pas plus que ça. Mais qu'est-ce qui se passait dans ta tête à ce moment-là? Parce que tu es conscient que c'est ton cousin, que c'est un membre de ta famille. Enfin, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? En plus, tu es jeune, enfin, qu'est-ce qui se passe? Dans ma tête, je me disais que... À un moment donné, je me suis rendu compte que c'était bizarre parce qu'à un moment donné, je ressentais du plaisir quand on le faisait. C'était un peu bizarre. En fait, il y avait plusieurs trucs qui se combattaient dans ma tête. C'est ça. Peut-être que, oui, tu fais ça parce que tu en as envie. Et d'un autre côté, je me disais, c'est pas normal. Tu ne le voulais pas à la base, tu lui as bien fait comprendre, tu l'as repoussé. Il t'a tenu de force au moment où il est rentré en toi la première fois. S'il continue, ça veut dire qu'il sait que tu veux pas. Puis je me disais, au pire, la virginité, elle est perdue, tu vas pas la retrouver. Donc continue. Oui, continue quoi. Il y avait une vraie bataille. Oui, voilà, c'est... Et en fait, il y avait la part de rationnel de moi et la part de... qui veut tellement les hommes et qui voulait ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, il y a eu ce qui s'est passé. Et les 2 semaines se sont écoulées. À partir de ce moment-là, je me suis un peu retracté par rapport aux hommes. À l'école, ça n'allait pas, et à la maison, ma mère voyait bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais elle n'a pas fait sans suite, je pense qu'elle s'est dit que c'était peut-être la crise de l'adolescence, elle va se rattraper et tout. Et à partir de cette période, c'est là qu'a commencé les envies suicidaires. J'étais en 3e, j'allais vers ma 4e, j'ai rencontré un homme. Pendant ce temps, le temps qui s'est écoulé, c'était 1 an entre les deux. J'ai continué à parler avec les hommes, je ne me suis pas arrêté. Ok, ça t'a pas beaucoup... Pas du tout, j'ai continué à parler avec les hommes. Et en fait, ce qui s'est passé, j'ai rencontré un homme en particulier qui avait, au moment c'est moi que je me rends compte, ressemblait à mon père caractériellement, mais réellement. Genre vraiment. Et maintenant, ça me fait peur, je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Et cet homme, on est resté ensemble, mais il y avait toujours cette sensation qui me disait que il y a quelque chose qui ne va pas. Il est là, il te donne de l'argent, mais il ne te respecte pas. Et je ne lui ai pas dit qu'on m'avait violé. Je ne lui ai pas dit ce qui s'était passé. Du coup, il a toujours pensé, et à mes yeux aussi, je pense, que ça a été mon premier copain. Parce que malgré le fait que je parle avec des autres hommes pendant ces années, je ne couchais pas avec eux. Cette expérience n'était pas une bonne expérience pour moi. Du coup, même si j'avais pu ressentir du plaisir, je ne voulais pas recommencer cette expérience avec quelqu'un d'autre que moi-même j'avais choisi. D'accord. On m'avait volé le droit à choisir comme si je voulais le donner. Cette fois, je voulais réellement le donner à quelqu'un que moi j'avais choisi. Et après qu'on l'ait fait une première fois, ça a été une décadence en fait. Il avait quel âge? L'homme à ce moment-là, lui il avait 5 ans de différence, 20 ans. Et toi? 15. D'accord. Et en gros, on a commencé à faire l'amour n'importe où. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il ne me respectait pas forcément. Ça pouvait aller, il était chez lui, il va avoir une pulsion, il va venir, il va me dire ouais, j'ai envie de toi. Directement, moi je satisfais son désir parce que j'ai peur qu'il parte. Si je ne le comble pas, il va partir. Et il m'a menacé en me disant que oui, je vais partir.
Et entre-temps, c'est moi qui devais tout. Je suis une personne très. J'oublie vite les choses. Et c'était moi qui devais faire attention à la pilule, à tout ceci. Ouais. Mais avec mon caractère, ça n'a pas forcément fonctionné. Ouais. Et à un moment donné, lui ne voulait pas non plus se protéger. Et à un moment donné, on est resté comme ça pendant 2 ans. Et à mes 17 ans, j'étais en 5e. Je venais d'avoir mes 17 ans. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Avec ton corps. Oui, avec mon corps. Je me dis, mais Rosiane, il y a quelque chose qui ne va pas. Au fond, moi, je savais ce qui se passait, mais je me disais non. Moi, j'ai fait l'admettre, c'est pas Je ne voulais pas l'admettre, je me disais, c'est pas possible. Ouais. Pas toi. En tout cas, pas toi, pas cette honte-là. Pas toi. Et avec le temps, une semaine s'écoule et je me dis, faut pas se voiler la face tout le temps. Va faire ce test grossesse et essaye de voir si c'est négatif, pleure à Dieu. Même s'il n'y a aucune gloire à Dieu là-dedans. Mais je suis sauvé de ça. Oui, voilà. Sinon, ben voilà, tu vas en parler. Dites ton copain, soi-disant, et vous allez voir ce qui va se passer par la suite. Du coup, je vais le trouver et je lui dis, voilà, je suis enceinte. Il me regarde, il me dit, ah non, moi je veux ton enfant, hein. Tu vas avorter. Et moi, dans ma tête, je me dis, comment ça, je vais avorter? J'ai dit, mais ce sont les conséquences de tes actes. C'est ça. Quand on faisait l'amour et que tu ne te protégeais pas, et je te disais, pourquoi tu ne te protèges pas? Ça t'a jamais dérangé. Mais c'est au moment où il y a la conséquence que tu n'assumes pas. Et après, même si c'était un peu la manipulation, il m'a donné des vrais arguments. Moi, à la base, à cette époque-là, je voulais faire médecine. Et je le fais toujours. Mais à ce moment-là, je me disais, les études que tu veux faire, et là où tu veux être, ça, c'est pas possible. Un enfant avec des études, tu n'y arrives pas. C'est pas possible. Oui. Même si tu veux faire genre semblant et tout, tout est possible à celui qui croit. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il y a les actes qui font pause avec et l'enfant ne pourra pas grandir ou évoluer du tout. C'est pas possible. Et moi, une personne qui n'a pas grandi sans parents et sachant le mal que ça peut faire, je ne veux pas inculquer ça à mon enfant. Je ne veux pas du tout. Je veux que mon enfant puisse grandir et évoluer dans un cadre sain, pas dans celui dans lequel j'ai été. Du coup, comme encore, on a décidé que j'avais. Une fois on est venu, j'avais 15 ans, c'est ça? Non, j'avais 17 ans et 2 ans. Et le jour même, moi, le temps qu'on passe l'appartement, il faut du temps. Du coup, moi, ce temps, je suis une personne qui m'attache très rapidement aux gens. Et avec tout doucement, j'ai commencé à aimer cet enfant. Tous les soirs, il parlait. Voilà, regarde, j'ai fait ça aujourd'hui. Et comme je perdais toutes mes amies autour de moi, c'était devenu mon petit monde à moi. C'était mon petit bébé. C'était l'amour de ma vie et tout. Et en fait, je ne me rendais pas compte que je l'aimais à ce point-là. Et le jour, la veille avant que j'aille avorter, dans mon lit, j'avais dit à mon bébé, tu sais, maman, elle t'aime. Maman, elle fait ça parce qu'elle t'aime. Et parce qu'elle sait que si elle te fait venir ici, il n'y aura rien qui sera heureux pour toi. Genre, tu ne te sentiras pas forcément heureux. Je n'aurai rien à te donner, je n'ai pas d'argent, je vis chez mes parents. Comprends-moi, ne m'en veux pas, s'il te plaît. Si un jour Dieu me fait la grâce de me revoir, pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais répéter que je l'aimais et tout. Wow. Et j'ai demandé du coup à mon copain, le lendemain de venir m'accompagner. Le lendemain, le rendez-vous est à midi. Je l'appelle à 10h. N'oublie pas, on a le rendez-vous. Ouais, t'inquiète, je viens. À un moment donné, je vois qu'il n'arrive pas, et moi j'habite très loin du centre d'avortement. Du coup, je démarre de là où je suis. Je l'appelle, il ne répond même plus. Et j'arrive devant le centre d'avortement, et je vois plein de femmes avec leurs mecs, leurs parents, etc. Moi, j'étais seul. J'étais seul qu'avec mon bébé. À 17 ans. À 17 ans, franchement perdu, je ne savais pas quoi faire. Je savais, franchement, j'étais à deux doigts de quitter l'endroit et de ne plus ouvrir et d'accoucher cet enfant. Puis je me suis rappelé pourquoi j'avais moi-même choisi de vouloir le faire. Du coup, j'y suis allé et franchement, ça c'est un conseil que je donnerais à toutes les filles, même pas pour faire genre, je l'ai expérimenté. À l'heure d'aujourd'hui, si je devais le refaire une deuxième fois, jamais plus de ma vie. C'est une chose qui traumatise psychologiquement et physiquement. La douleur que tu as après, c'est tu souffres pour quelque chose que tu n'as même pas. Les femmes, quand elles accouchent, elles ont leur bébé. Perdre du sang, elles oublient la douleur. C'est ça.
tu n'as même pas ton bébé. Tu entends ce qui se passe. On ne te couvre même pas les oreilles. Enfin, tout est autour. Et là, voilà, tu sens ce qui se passe. Et là, franchement, je fais des efforts. Du coup... Sans toi... Oui. Et du coup, ça s'est fini. Et je suis rentré, on était deux, je suis rentré, j'étais seul. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Je suis détruite. Déjà que, avant ça, j'avais des pensées suicidaires. Après ça, je n'avais même plus la force de rien du tout. Tu m'autorises à aller un peu plus loin? Oui. Est-ce que tu penses avoir tué ton bébé? J'ai l'impression d'avoir tué. J'ai l'impression d'avoir tué mon bébé parce que je lui ai ôté la vie sans forcément... Oh putain, désolé. Non, t'inquiète pas. Désolé. Je lui ai ôté la vie sans forcément lui demander son avis, mais il ne pouvait pas. Ouais. Et j'ai agi égoïstement. J'ai pris la vie à la personne que j'aimais le plus sur cette terre et qui peut-être m'aurait aimé autant que moi. Parce que je pense que j'ai toujours été une personne qui a toujours cherché à donner de l'amour. Et là, j'avais l'occasion, mais j'ai pas pu. Et ouais, j'ai pris la vie de mon enfant. Tu peux pardonner? Non, c'est ça. Je me pardonnerai jamais. Peu importe ce qui se passe. On aura beau me dire... Enfin, essaye de te pardonner. Et c'est normal, t'as fait tes choix pour ça. Même si on me dit, mais mes choix sont... Les raisons pour lesquelles je les fais, je les connais. Aujourd'hui, je les connais. Je me dis, voilà, tu l'as fait pour ça. Je sais que tu l'as fait pour ça. Mais jusqu'à maintenant, ça, pour moi, non. Pourtant, il n'y a rien qui peut pardonner. Non, il n'y a rien qui peut pardonner ça. Aucune mère ne peut faire ça à son enfant qu'elle dit. C'est pas possible, c'est pas... Peu importe l'âge qu'on a, c'est pas... Même pour elle-même, aucune personne, être humain, ne peut pas dire s'aimer et faire cet acte. Pour moi, c'est inhumain. Ouais. Et ce qui s'est passé, par après, pendant un certain temps, étant donné que je perdais du sang, je n'ai plus vu cette copain, vu qu'il ne pouvait plus avoir ce qu'il pouvait avoir, il ne venait plus vers moi. Il t'a pas accompagné, enfin je veux dire même non. Après, t'envoies un message, comment ça s'est passé, excuse-moi, j'étais pas là. Pas du tout. T'étais vraiment seule en fait. Seule avec moi-même. Seule avec toi-même, c'est vraiment ça. Et à cette période, il y avait je devais passer mes examens, j'ai raté mon année. Je n'ai pas su y arriver. J'avais plus la force pour rien. Chaque jour pour moi était une épreuve. J'arrivais pas à me réveiller le matin. Chaque jour faisait que je n'arrivais plus à me lever. Mais après, à un moment donné, je me suis dit, si tu as sacrifié ton enfant, c'est pour une raison. Donc tu n'as pas le droit de te sacrifier toi-même. Si tu as sacrifié ton enfant, c'est que tu veux vivre. Si tu es là, c'est pour vivre. Du coup, je me suis un peu reprise en main et je me suis dit, ouais, recommence. Ça va peut-être un nouveau départ. J'ai rien compris. Pendant un petit temps, il n'était plus là. Du coup, j'ai recommencé encore à fréquenter des hommes. Et je me suis rendu compte que, à côté, j'avais créé une certaine addiction moi-même au sexe. J'étais devenu accro. C'était un besoin. Moi aussi, j'avais besoin de le faire. Et c'était réel. Genre, je pouvais. À l'heure d'aujourd'hui, j'ai même honte, mais je pense que j'ai couché peut-être avec 10 garçons. Et j'ai pas dit ceux avec qui j'ai pu avoir des préliminaires. C'est énorme pour une fille de mon âge. Et j'en ai honte, j'en discute avec personne. C'est vraiment ici que je le dis. Ça a été un réel combat. Et j'ai dû moi-même, avec moi-même, me battre. C'était réel. Je devais arrêter ça. Parce que je me rendais compte que ça me pourrissait la vie. Oui. Du coup, à ce moment-là, Covid et un petit retrait, je côtoie des garçons, j'essaie de vivre dans le déni, mais je ne traite pas réellement la blessure, je ne traite pas ce qui se passe. Et ce qui s'est passé, j'avais une marraine. Parce que oui, à la base, moi je suis une personne qui sert à l'église. Je chante à la chorale. Et qui plus est, dans ma communauté, les trucs comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible du tout. Ça part directement, tout le monde sait. Et directement, tu peux tout. Du coup, j'avais fait en sorte que ce soit mon secret, mon jardin secret. Que personne ne sache. Il n'y a que moi-même. Et même face à moi-même,
jamais j'ai pu réussir à me dire, Rosen, t'as fait ça, ça, ça. Jamais. Et j'avais une femme, une marraine, du coup à ce moment, mère spirituelle à ce moment-là, que j'ai rencontrée. Cette femme, elle représentait énormément pour moi. Beaucoup. C'était une personne qui m'a épaulé dans plein de choses. Et en fait, on m'avait souvent dit de me méfier des gens de l'église, etc. Certes, on est des frères et sœurs, mais on reste des êtres humains. Et l'église, c'est pas dans un hôpital. Les gens qui sont là, c'est pas des gens qui rient, c'est des personnes avec des péchés. Du coup, ils ont aussi leurs péchés nouveaux, ils ont aussi leurs problèmes. Et un jour, pendant ma dépression, ma mère spirituelle se rend compte que je vais pas bien. Donc elle me pose la question, oui, qu'est-ce qui se passe réellement? Dis-moi ce qu'il y a. Et je pense que c'était la question de trop. Pareil, j'ai pu voir comme une aide. J'ai pu trouver, j'avais l'impression qu'on me tendait la main pour m'aider. Du coup, je lui dis une partie de mon appartement, mon copain de l'époque, du coup, je lui explique tout ça, pensant que j'avais pu trouver une sorte d'aide, qu'elle allait être comme une aide pour moi. Mais en fait, en réalité, quelques temps après, je me rends compte que quand je vais à l'église, de plus en plus de personnes me pointent du tout. On sent quand tu marches qu'il y a des personnes. Il y a des regards sur toi. Voilà. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Toi qui es toujours une fille, exemple. J'étais la fille pour donner l'exemple. Ah, mais regarde, elle est super, elle est comme ça, elle est comme ceci. Genre, elle est gentille, elle est polie, elle réussit à l'école. Faut être comme ça, faut être comme elle. Regarde, elle gère l'école, elle va faire médecine, c'est une fille très bien. Ouais. Et là, d'un coup, ça avait changé. Même les mamans, tu sais qu'il y avait ça se passait. Et en fait, à un moment donné, un des pasteurs de l'église vient me trouver et me dit, qu'est-ce que tu as fait? Dans ma tête, j'ai eu peur. Je me suis dit, peut-être que Dieu m'a révélé certaines choses dans la vie. En fait, il me dit ici, c'est un karma, juste la vie. Laisse tomber. Et je me suis dit, non, c'est pas possible du tout, Dieu, tu m'as pas fait ça. Et en fait, il vient et il me dit clairement ce que j'ai pu dire à ma marraine. Et sachant qu'en plus, j'avais agi de manière à ce qu'elle ne puisse pas tout savoir, du coup, il disait que les choses que je lui avais dit. Du coup, dans ma tête, t'as compris. J'ai compris que ça. En fait, elle est partie répéter. Elle est partie répéter au pasteur. Sachant que, peu importe ce qu'on dit, on est des Congolais, c'est quelque chose qui directement fait que de bouche à oreille. Oui. Le pasteur a une femme, il va dire ça à sa femme pour se confier, sa femme va dire à ses amis, et ainsi de suite, ils diront à ses enfants. C'est quelque chose qui arrive très souvent. C'est pas un problème, c'est comme ça, mais pourquoi faire ça? Sachant qu'à ce moment-là, pour moi, tu sais très bien dans quel état j'étais, elle savait très bien. T'es confié à une maman. Voilà, c'est ça. Comment tu as pu agir comme ça? Et à ce moment-là, j'en ai beaucoup voulu. Le pasteur finit, et quand il finit de parler avec moi, il prie pour mettre la discussion entre les mains de Dieu, et il part. C'est une très grande église. Du coup, moi, ce que je fais, je me lève, je la vois, et je vais la trouver. Je lui dis, dommage, je ne suis pas une personne comme ça. Mais ce jour-là, je me suis vraiment impliqué de manière à ce qu'elle comprenne que c'était un manque réel de respect. Que même si elle allait trouver tout le monde pour leur dire que vraiment, je vais faire comprendre que ce qu'elle avait fait, ce n'était pas bien. Et je voulais que plus jamais ça puisse se reproduire. Ni avec moi, ni avec personne d'autre. Sachant que c'était un cadre à l'église, du coup, il y avait d'autres personnes qui venaient la trouver souvent avec son histoire. Du coup, il fallait qu'elle comprenne que ce qu'elle avait fait n'était pas bon. Du coup, je lui ai dit, et malgré le fait que je lui ai fait comprendre que ce qu'elle avait fait était mauvais, elle a continué à me dire qu'elle a fait ça pour mon bien. Non, tu ne l'as pas fait pour mon bien. Parce que consulter une personne pour aller divulguer ses secrets sans venir la consulter, ce n'est pour le bien de personne. Exactement. Tout ce que tu as fait, c'est faire la langue de vipère. Et du coup, à partir de ce moment-là, déjà que... J'imagine que ta famille, du coup, l'a su. Oui. Et comment ça s'est passé? Alors, on a appelé ma mère, là c'était pire en fait. On a appelé ma mère quelques jours avant qu'elle ne parte au Congo, le jour avant qu'elle ne parte au Congo, par le pasteur. Ok. Et en question, du coup, moi je pensais que l'histoire, comme on avait discuté, allait se terminer là. Ils ont appelé ma mère, et en fait, il y a des permanences. C'est des trucs où on rencontre le pasteur pour discuter. Et un jour comme ça, je viens parce que le pasteur m'a convoqué. Je pensais qu'il devait faire un suivi avec moi. Et en fait, non, c'était un dépassement. J'arrive, je vois ma maman. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais. Et je dis, qui t'a appelé ici, maman? Oh, c'est le pasteur, il m'a dit qu'il voulait discuter avec moi de certaines choses. Comment on peut faire ça? Tu te sens trahi. Oui, voilà. Ouais. Comment tu peux faire ça déjà à une mère de famille
elle nous est arrivée seule. Tu sais très bien qu'elle a plein de choses à faire. C'est même pas pour diminuer le cas, mais à partir du moment où tu fais ça, tu sais très bien que tu fais du mal. Et ils l'ont dit à ma mère, du coup, qui est ma mère, pleurait mais ne parlait pas. Et ça, c'est très mauvais signe. Et à la fin du discours du pasteur, elle m'a regardé, elle m'a dit dans le blanc des yeux, dis-moi qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai fait pour pas que tu y arrives? Dis-moi là où moi, j'ai fauté. Et l'entendre dire ça m'a encore plus détruit. À ce moment-là, je me suis dit peut-être que il fallait que tu regardes ta vie parce que ça va pas. Ouais. Et tu es la seule personne qui peut tout arrêter comme tout recommencer. Du coup, il faut vraiment que tu recommences. Et ma mère est partie du coup le lendemain au Congo et moi on a une relation très fusionnelle. Et ce jour-là, elle m'a demandé raconte-moi ton histoire. Et ce jour-là, ça a été le plus beau jour de ma vie, je crois. Et c'est là que ça a commencé ma réelle délivrance. Pour moi-même. Ma mère m'a dit toi, tu as un problème réel. Pas que juste une crise d'adolescence, mais un réel problème. Il faut le soigner. Parce que si tu avances comme ça, dans un an, je perds ma fille. Je ne laisse pas le feu. Et j'étais à terre, je pleurais, enfin j'étais pas bien. Peut-être ta maman. Ouais, voilà, ça m'a fait du bien parce que... Bien sûr, tu restes un enfant. Ouais, voilà, je reste un enfant, j'ai vécu des choses qui ont fait que j'ai dû... Qui dépassaient ta maturité, qui dépassaient ton âge. Qui dépassaient ton expérience. Grandir vite. Exactement. Et j'ai pas eu le temps de me rendre compte. Et en fait, je pense aussi, j'ai exclu ma mère, parce que ma mère n'a jamais été fermée à la conversation. J'ai exclu ma mère en plein de choses. Et ça, je pense que... Je remercie aussi le pasteur parce que sans se rendre compte, il m'a aidé parce que j'aurais jamais pu faire face à elle. Et même sa démarche, en lui, je ne m'en voulais pas tellement, même si je me suis mais c'est plus ça, Marie. Oui, voilà, c'est elle surtout qu'à ce niveau-là, j'en voulais. Mais sa démarche à lui, non, je ne... Oui, il a préféré convoquer parce que peut-être il se sentait... Voilà, c'est plus ça. Et même je pense que lui, il s'est rendu compte que c'était un réel problème. C'était plus le niveau spirituel. C'était, il y avait un problème. Avec elle, il faut une solution, pardon. Et du coup, ma mère, avant de partir, m'a inscrit chez un psychologue. On était arrivé en décembre et elle est partie. Ma mère vit maintenant au Congo officiellement, mais à ce moment-là, c'était des petits allers-retours. Et j'ai commencé à suivre une psychologue qui m'a aidé à pouvoir terminer fermer ma blessure du coup. Et ça m'a beaucoup aidé. Franchement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup rejeté dans notre communauté, mais qu'on ne fait pas assez attention. Alors c'est quelque chose de très, très, très important. Genre, pouvoir parler avec une psychologue, avec une personne qui a fait des études pour t'aider, c'est quelque chose qui, franchement, fait avancer. Du coup, j'ai vu une psychologue et j'ai repris mes études en main. Mon copain de l'époque, du coup, est revenu à plus d'une reprise, mais j'ai réussi à lui dire non. Et me dire que maintenant il était temps que je pense à moi. Certes, j'avais pas grandi avec un papa, mais c'est pas tous les hommes qui vont offrir un papa. C'est pas vrai du tout. Et en plus, ça, il a envie, c'est que je n'ai qu'à l'appeler et essayer de créer une relation avec lui. Du coup, c'est bon. Et du coup, j'ai arrêté avec les garçons. Je me suis consacré réellement avec moi-même. Et j'ai essayé de me reconstruire. C'est ça. À l'heure d'aujourd'hui, je vis seul. Je suis parti prendre un code seul. Et je suis en école de médecine. Je fais les études que j'ai toujours voulu être. Et je vais mieux. Je suis en paix avec moi-même. Genre, je souris à la vie, etc. Je pense pas être une personne aigrie de tous les jours. Je me lamente pas beaucoup sur mon histoire. Mais j'ai changé. Et je me rends compte que, en fait, quand j'ai pu échanger avec des personnes, je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule. Que c'était le combat de plus de temps. Qu'il y avait beaucoup de personnes qui pouvaient se retrouver en moi. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à me dire que tu n'es pas seul, tu peux y arriver. Si les autres qui sont arrivés, toi aussi tu peux le faire. Du coup, voilà, c'était un peu ça mon histoire. Quelle histoire. Et pourquoi tu as choisi de raconter dans Face au Miroir? Pourquoi aujourd'hui tu te sens prête de raconter aux yeux de tous? C'est vrai qu'on ne te voit pas, mais ça reste ton histoire. Pourquoi tu as décidé de le faire maintenant? Aujourd'hui, j'ai décidé de le faire parce que je suis en partie, en total, j'ai de la peur envers cette partie de mon histoire. Genre, je n'ai plus forcément, comme on a pu voir, je suis plus en train de pleurer, oh mon Dieu. Non, c'est ce qui s'est passé, certes, ça s'est passé, et ok. Et j'ai choisi Face au Miroir parce que, un jour, quand je scrollais sur internet comme tout le monde, et je suis tombé sur
Et votre page, du coup, est une de vos histoires. Et j'ai suivi et j'ai été un peu touché. Et je me suis dit, maintenant imagine Ozane, si à l'heure d'aujourd'hui quelqu'un d'autre entend ton histoire et qu'il se retrouve même pour un petit bout et que tu as pu être la force de quelqu'un à ce moment-là, ben, ce serait une partie de réussite. Genre, tu pourrais, même si tu ne le sais pas forcément, ben, tu as réussi quelque chose et quelque part. Du coup, c'est une force même pour moi-même. Du coup, je me suis dit que, enfin, ça c'est plus le côté religieux. Quoi qu'il t'arrive, c'est pour bénir les autres. Ce n'est pas forcément pour toi. Du coup, c'est pour ça que j'ai choisi par là, face au miroir, pour pouvoir aider les autres et leur dire que ce n'est pas fini. Quoi qu'il arrive, tu peux encore y arriver et que c'est pas la fin. Pour terminer, je te demande un exercice et on va finir par là. Du coup, là, tu es devant le miroir, devant toi-même. Et j'aimerais que tu parles à ce bébé qui n'est plus, que tu as aimé, que tu as chéri et qui aujourd'hui n'est plus là. J'aimerais que ce regard que tu vois là, c'est le regard de ton petit bébé, j'aimerais que tu lui dises quelques mots pour véritablement te libérer et te pardonner vraiment de ce que tu as fait aujourd'hui. Mon petit ange, aujourd'hui, je me présente devant toi pour te demander pardon parce que j'ai fait ce que j'ai fait envers toi parce que je t'aimais et je sais que les choix que j'ai pu faire ont sûrement dû te blesser, mais j'espère que de là où tu es, tu arriveras à me pardonner et voir que j'ai réellement agi parce que je t'aimais et pas uniquement pour moi. Je veux vraiment que tu réalises que j'ai fait ça pour toi et pas pour moi. J'espère que là où tu es, tu arriveras à me pardonner. Merci beaucoup de nous avoir partagé ton histoire. La pression de te mettre devant un micro et de te dire qu'il y a peut-être même déjà juste 10 personnes qui sont derrière leur radio en train d'écouter, ça te fait un peu, tu vois, même si tu ne les vois pas en face de toi, tu te dis que chaque mot que je vais dire, c'est en direct, les gens ils vont l'entendre. Russian beat.